Bonjour à tous, je vous fais l'intro de cette vidéo bien plus tard que la vidéo. Je suis déjà parti en vacances avec mon fourgon, donc je vous parle dans cette vidéo. J'avais pas mal d'entretiens à faire, les courroies de distribution, la vidange. J'ai changé aussi certaines pièces et puis je vous montre un petit peu aussi les améliorations, les petites améliorations que j'ai fait sur mon aménagement. L'aménagement que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir sur la playlist du fourgon. Je vous laisse dans la vidéo, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour couper un peu de la dépanneuse, je vais m'occuper de mon fourgon. De toute façon, il faut que je le fasse et je vais le faire un petit peu en vidéo parce que j'ai pas mal de choses à faire que j'aimerais vous montrer. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. En tout cas, moi, je suis content de vous montrer tout ça. Ce fourgon, j'ai déjà fait des vidéos dessus pour l'aménagement à l'intérieur pour partir l'été et l'hiver, je le démonte. Donc là, il est encore démonté et justement, je vais le remonter en améliorant un petit peu ce que j'avais fait. Sans parler d'aménagement, je vais aussi m'occuper de l'entretien. Donc il faut que je m'occupe de l'échappement. Il y a la fin de l'échappement après le silencieux qui m'a lâché depuis un moment. J'ai récupéré le morceau heureusement. Et je vais essayer de refaire tout ça. Pareil, ça sent un peu l'échappement à l'intérieur. Donc je me demande s'il n'y a pas les gaz d'échappement qui passent par le pommeau. Le soufflet de pommeau, j'ai jamais réussi à le remettre comme il faut. Et dans tous les cas, même si le soufflet n'était pas là, c'est pas censé sentir autant. Enfin, ça sent pas tout le temps, mais surtout quand je suis à basse vitesse et à l'arrêt. Donc je vais me pencher dessous, je vais le lever je pense un peu parce qu'il est pas si haut que ça, pour pouvoir vérifier l'échappement. Je voudrais le refaire un petit peu comme j'ai fait sur la Mini. Et puis ensuite je vous parle de ce que je fais d'autre. On va faire aussi la courroie de distribution, une vidange un peu plus classique. Et puis je vous parlerai d'autres choses un peu dans la suite de la vidéo. Bon, forcément pour l'échappement je suis passé dessous. Donc là comme on peut voir j'ai la sortie de turbo avec la tresse qui est en bon état. On dirait même qu'elle a déjà été changée, bon ça j'en sais pas, mais elle est en bon état, c'est pas souvent le cas sur les tresses. L'échappement il a pas l'air d'avoir de grosses fuites ici. Là j'ai un petit peu d'huile qui coule, mais ça on verra après. Pour l'échappement, il continue jusqu'ici, donc le tube il est pas tout neuf. On peut voir que c'est un petit peu rouillé ici les colliers, mais quand je fais bouger, voilà il y a tout qui bouge en même temps. Les cils en bloc ils sont pas tout jeunes mais ça tient. Ensuite on a sûrement le catalyseur je pense. Ensuite là la liaison elle est pas géniale. Mais c'est pareil, je suis pas sûr que ça fuit bien ici. Peut-être un petit peu, on peut voir une petite tache noire, mais bon, de toute façon, il a plus de 24 ans, hein, donc forcément. Et là, on a le silencieux qui est un petit peu abîmé, mais qui est pas encore percé. Et ensuite, là-bas, on a le tube qui normalement continue encore pendant au moins presque 2 mètres derrière. Moi, c'est un empattement long. Du coup, c'est ce morceau que je voulais refaire. Après, vu que c'est après le silencieux, c'est pas très gênant pour le contrôle technique. D'ailleurs, il est déjà passé plusieurs fois comme ça. J'aurais voulu essayer d'y réparer, mais en fait en y regardant je me rends compte que ça sert à rien de faire du rafistolage et que si ça passe comme ça je vois pas pourquoi je m'embêterais. Là je vais pas m'amuser à ressouder ça. Je pense qu'il faudrait changer le silencieux d'ici quelques temps, mais pour le moment je peux pas faire grand chose. Ici le kata, j'espère qu'il faudra pas le changer parce que ça va pas être le même prix. Bref, pour l'échappement je vais y réfléchir, mais pour le moment je laisse ça de côté. Ensuite on revient sur la fuite d'huile qu'il y a sur la boîte. Je pense pas que ça vienne de la boîte, je pense que ça vient du haut du moteur là-haut. On verra pas très bien. À l'arrière du moteur, il y a une courroie de distribution aussi. Bon, là, je vais la changer. Et puis là, on peut voir que c'est bien gras. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais mettre une bassine en dessous et je vais essayer de nettoyer le plus gros. Ça me permettra peut-être de voir la fuite. Je pense pas que ça vienne de la boîte, hein, franchement. Mais je vais quand même nettoyer. Et puis, comme ça, à l'utilisation, on verra peut-être un peu mieux d'où ça vient. De ce côté, il y a le filtre à carburant qui est juste là. Alors, je vais le changer. Je l'ai pas encore reçu, mais je vais le changer. Ça fait un moment que je l'ai sur mon camion. Je me rappelle même pas si je l'ai changé moi-même ou pas. Mais si je l'ai changé moi-même, ça fait longtemps. C'est un système un peu particulier sur ces moteurs, c'est qu'il n'y a pas de poids et il n'y a pas de pompe dans le réservoir. Du coup, pour y amorcer, c'est un petit peu galère. Donc je m'en souviendrai si je l'avais changé récemment. Je l'ai peut-être changé une fois, il faudrait que je regarde un petit peu dans mes factures. Mais bon, j'achète tellement de choses que c'est difficile de s'y retrouver. Je sors de dessous et puis on regarde autre chose par-dessus. Pour le nettoyage de la boîte, j'ai vidé 3 bombes nettoyant frein. Donc là c'est déjà pas mal, ça fait déjà beaucoup de propre, c'est beaucoup mieux que tout le gras qu'il y avait avant. Et donc si j'ai une fuite vraiment importante, je le reverrai vite. Donc maintenant on passe sur le dessus. Ensuite j'ai un problème sur les essuie-glaces. Comme on peut voir ils sont pas horizontaux. Normalement ils devraient être plus bas. Et en fait cet hiver lorsqu'il y avait de la neige dessus, l'essuie-glace s'est déclenché sans faire exprès. Ça a forcé et ils sont restés comme ça. Du coup quand je les enclenche, ils se relèvent, ils descendent plus bas et ils se remettent là. Ils sont décalés je pense au niveau du moteur ou je sais pas trop. L'accès il est pas trop compliqué. Le moteur d'essuie-glace il est juste là derrière. Donc je vais voir ce que j'arrive à faire. Je vous fais d'abord une vidéo quand j'enclenche les essuie-glaces pour voir ce que ça fait, le problème que je viens de vous dire.
Bon, c'est pas parfait, mais ça ira bien, ça descend à peine. C'est déjà beaucoup mieux qu'avant, comme on peut voir les marques qu'il y avait ici. Donc pour les essuie-glaces, ça sera bon. Ça me gêne déjà beaucoup moins visuellement, même si c'était pas très dérangeant. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais regarder pour les freins. Bon, les freins, moi personnellement, je les ai jamais purgés. Ça fait 10 ans que j'ai le camion. Donc à mon avis, le liquide, il est plus du tout bon. Malgré qu'il freine très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Il est vraiment un très bon freinage. Au contrôle technique, en plus, il me le dit à chaque fois que franchement, c'est vraiment bon signe. Donc je vais regarder avec l'outil que j'ai acheté pour voir si dans quel état est le liquide par rapport à l'humidité. Donc cet outil, c'est ça. Je me suis acheté un petit outil. Je vous mettrai le lien dans la description. On me l'a pas donné, hein, mais franchement, je regrette de ne pas l'avoir pris plus tôt parce que c'est vraiment pas mal. Donc là, je choisis DOT 4. Si c'est vert, c'est bon. Orange, il faut bientôt le changer ou il faut le changer. Et rouge, faut extrêmement le changer. Voilà. Bon, bah, c'est carrément rouge, 3,7. Voilà. On est vraiment, j'ai l'impression qu'on est au-dessus de 4%. Je crois qu'il faut être en dessous de 2%, il me semble. Je vais regarder, je vous le redis. Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Entre 0 et 2%, c'est vert. Donc ça veut dire que le liquide de frein, il est encore bon. Entre 2 et 3%, c'est jaune et l'avertisseur sonore émet un son lent. Il faut changer l'huile de frein. Et si la valeur est supérieure à 3%, le rétroéclairage est rouge vif, le signal sonore retentit rapidement. Veuillez changer l'huile de frein immédiatement. Donc ça n'empêche pas qu'il freine très bien, mais ça peut faire de la corrosion dans les conduites. Enfin bref, c'est pas génial. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le maximum de liquide de frein qu'il y a par-dessus, installer mon système de purge de frein, et puis purger le liquide jusqu'à ce qu'il soit propre avec le nouveau liquide de frein. Donc toujours de la roue la plus loin à la roue la plus près. Je sais pas s'il doit avoir un répartiteur de freinage à l'arrière. Bon, je regarde tout ça et je vous montre si besoin. Ouais, c'est vrai que la couleur, elle est pas géniale. C'est bien noir tout ça. Donc je pense qu'en le purgeant, je verrai bien la différence quand j'arriverai au nouveau liquide. Ça aurait été bien de l'enlever pour le nettoyer, mais j'ai pas envie de faire une connerie, de le casser. Moi, j'ai besoin du camion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais re-remplir de liquide propre. Je mets mon appareil et puis ensuite je purge dans l'ordre comme je vous ai dit juste avant. Donc là je suis à l'arrière droit, j'ai démonté la roue par facilité, on va voir la couleur qui sort si j'arrive à desserrer. Ah, bon, désolé, j'ai arrêté de filmer un peu précipitamment, je me suis ouvert le pouce en débloquant la vis, je me suis bien ouvert le pouce même. Je vais pas vous montrer pour pas vous dégoûter déjà. Je vais finir la purge tranquillement de mon côté. J'ai déjà quand même bien enlevé le liquide et là il ressortait propre de ce côté. Je vais quand même finir les 3 autres côtés avec une seule main et on se reprend un peu plus tard pour la suite. J'ai purgé le coin arrière gauche, côté conducteur. Et là je viens de me passer dessous pour voir le répartiteur de freinage, mais il n'y a pas de purge dessus. Donc impeccable de ce côté là. Maintenant je vais passer à l'avant, avant droit et ensuite avant gauche. Et voilà, les 2 freins avant c'est bon aussi. Je vais remonter la roue, je vais pas le poser au sol encore, je vais tester les freins, débrancher le système, enfin l'enlever sous pression, tester les freins pour voir si tout va bien. Et si tout va bien, il manquera aussi à faire le récepteur d'embrayage, au moins le récepteur d'embrayage en tout cas, parce que c'est le même circuit et le liquide doit être dans le même état. Et voilà, la purge de l'embrayage c'est bon aussi, bon vous voyez rien, moi j'y vois bien. Donc là je suis sur le dessous, la boîte, et je viens de faire la purge, donc c'est nickel. J'ai plus qu'à tout débrancher et reposer le truc par terre. Bon, maintenant je vais m'occuper du volant. Comme on peut voir, il est vraiment abîmé celui que j'ai. J'en ai acheté un autre il y a déjà un moment, en février 2023. Et je l'ai acheté sur un site. Alors vous me demandez des fois où c'est que je l'achète. Et là, je vais vous en parler. Celui-ci, je l'ai acheté sur Ovoco. C'est une pièce d'origine d'occasion. Et c'est vrai que c'est pas la première fois que je commande sur ce site. Et cette fois-ci, ils m'ont proposé de parler d'eux dans cette vidéo. Donc c'est ce que je vais faire. Ovoco, c'est un site qui regroupe plus de 3500 revendeurs européens. Donc c'est principalement des casses qui revendent des pièces d'origine, d'occasion, qui sont en bon état ou même un peu abîmées. En tout cas, c'est précisé en général sur le site. Vous pouvez trouver les pièces avec les références d'origine si vous les avez. Sinon, vous pouvez choisir votre modèle de voiture et sélectionner la pièce qu'il vous faut. Il y a toute une liste. C'est super bien fait, je trouve, sur le site. Et si jamais, une fois que vous l'avez reçu, ça ne va pas, vous avez 14 jours pour la renvoyer. Et on peut vraiment la renvoyer. Moi ça m'est pas arrivé, mais j'ai eu une fois un problème de réception à cause d'un livreur. Alors je sais pas pour quelle raison, mais le colis n'est pas arrivé jusqu'à chez moi. Et tout de suite, lorsque ça a été détecté, j'ai été remboursé immédiatement. Donc j'ai même pas eu besoin de faire de retour. Et j'ai recommandé une autre pièce entre temps.
Cette pièce, je l'ai commandée en février 2023. Pourquoi je ne l'ai pas posée avant? Ben, un petit peu à cause de la flemme. Sur Rovoco, j'ai aussi commandé un feu arrière pour l'Audi TT qui était cassé. Et pourquoi j'ai commandé ces pièces là-bas? Tout simplement parce que c'est là-bas que j'ai trouvé le moins cher et le plus abordable et en meilleur état surtout pour des pièces d'occasion qui étaient aussi d'origine. C'est pas des pièces de refabrication. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil pour votre voiture. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur sur ce site, en tout cas niveau tarif. Des fois c'est un petit peu abîmé, mais des fois ça peut servir quand même. Et c'est précisé, il y a les photos dans l'annonce. Une fois qu'on a trouvé la pièce et qu'on a trouvé un vendeur, il y a aussi les autres pièces du véhicule en question qui sont proposées. Donc je trouve ça super intéressant parce que des fois ça permet de tomber sur des pièces qu'on n'avait pas forcément l'idée de chercher sur le moment. Et on tombe dessus en voyant les pièces qui sont à vendre pour cette voiture. Je vous laisse aller faire un tour sur ce site si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi en attendant, je vais remplacer ce volant. Pour remplacer ce volant, à l'arrière, j'ai des trous qui vont permettre de sortir l'airbag. Et ensuite, j'ai l'écrou central pour enlever. Je vous montre ça, bien sûr, dans la suite de la vidéo. Dans mon cas, j'ai débranché la batterie. Ça coûte rien, ça m'a pris 10 secondes. Sachant que c'est un airbag, alors normalement, ça craint rien. On peut l'enlever quand même, tant qu'on ne fait pas toucher de fil ou quoi que ce soit. Mais plutôt que de prendre le risque de l'exploser, étant donné que j'en ai pas d'autres, je préfère enlever la batterie et la rebrancher juste après. Donc normalement, en passant le tournevis et en appuyant derrière, voilà, normalement ça doit venir. Bon, j'avais complètement zappé. En fait, c'est une clé Turks pour dévisser l'airbag. Donc là, j'ai mis le contact pour faire tourner un peu le volant. Il y a le contact. Hop. Et ensuite, on passe la clé dedans. Et normalement, on doit pouvoir y dévisser. Pour l'airbag, c'est bon. Est-ce que j'ai la bonne clé? Oui. Le contact. Je mets le volant bien droit pour avoir un repère. On va pas besoin de la défaire. Hop, allez, le vieux volant, ça dégage. Je repasse tous les câbles. Hop. Airbag et klaxon. J'espère que ma grosse tête est encore en plein milieu. Hop là. Et ensuite, hop. Voilà. Plus qu'à remettre la vis déjà. Allez, voilà, on va pas qu'il bouge celui-là. Et ensuite, on remet ça. Donc le jaune à gauche. Le vert à droite. Je sais pas s'il y a bien une grande importance, mais en tout cas,
j'aurais fait comme ça. Ensuite l'airbag. Allez, je vais remettre la batterie, on va voir si l'airbag il explose ou pas, j'espère pas. Impeccable. Plus qu'à tout ranger maintenant. Et voilà, je suis bien content, ça fait une réparation à moindre coût. Il n'est pas tout neuf, mais le volant à l'époque il m'avait coûté moins de 34 € livré. Donc c'est imbattable, et au moins ça m'évite d'avoir les mains qui collent en été. Même si celui-là, je vais les laisser de côté en attendant. Bon, allez, maintenant on passe à autre chose. Bon, alors pour la purge, c'est fait. Au moins, j'ai changé le liquide. Maintenant, il est tout neuf. Donc pour ça, c'est bon. Maintenant, je vais m'occuper de la courroie de distribution. Alors là, il y a une étiquette, d'ailleurs, qui n'était pas la bonne. Je crois que c'est une étiquette de courroie d'accessoires. Mais bref, que j'avais mis pour la courroie de distribution. C'est moi qui l'avais fait. On voit plus trop les dates, mais je sais que c'était je dirais en février 2016. Donc on est en juin 2024 là, enfin juillet 2024. Donc ça fait plus de 8 ans, 8 ans et demi, donc ça fait très long. Niveau kilomètres, là on voit plus rien, mais je sais qu'avec mes archives, je sais que je l'ai fait vers 300 000 km environ. Et là il a 365 000 km environ aussi. Donc on va dire que j'ai fait 65 000 km et les préconisations c'est 120 000 km ou 5 ans. Donc 120 000 km j'étais encore largement bon. Par contre 5 ans, je suis à 8 ans et demi, donc j'ai bien dépassé. Et en plus, ça m'a pas servi de leçon parce que la dernière fois que je l'ai changé, c'est parce qu'elle avait cassé. Alors, elle n'avait pas cassé à cause de la vieillesse, elle avait cassé parce qu'il y a une vis qui était tombée dedans, ça avait déjà été mal monté avant. Et bref, bon, on l'avait cassé. J'ai deux soupapes, une soupape qui avait dû se tordre, j'avais dû déculasser. La pompe à injection, je suis pas sûr que ça soit celle d'origine parce que le repère il correspondait pas. Bref, je vais pas vous perdre avec tout ça, mais je m'étais bien fait chier la première fois. Donc, ce que je vais faire cette fois-ci, étant donné qu'elle n'est pas encore cassée, je vais garder bien sûr les repères et je vais la remonter comme ça. Je vais d'abord commencer par enlever le viscocoupleur. Alors comme on peut voir, il n'y a pas le cache autour du radiateur là, qui appelle l'air, enfin qui concentre l'air, on va dire, derrière le radiateur pour la ventilation. Parce qu'il était cassé en fait. J'ai le ventilateur qui s'était dévissé tout seul et qui m'avait cassé le plastique, donc j'avais rechangé le ventilateur et j'avais pas racheté le plastique. De toute façon, c'est un véhicule qui chauffe pas du tout, donc ça lui fait pas de mal de chauffer un petit peu plus, légèrement plus, parce qu'il monte même pas à 90 degrés. Bref, j'ai assez raconté ma vie. Je vais commencer à démonter la courroie de distribution et je vous filme tout ça en accéléré. Bon alors pour commencer, j'ai enlevé le ventilateur, comme vous avez vu, la courroie d'accessoires. J'ai enlevé la poulie de ventilateur et j'ai enlevé le support aussi qui sert de tendeur pour la courroie d'accessoires. Alors vous aurez peut-être pas vu, mais c'est en dessous. Il faut enlever une poulie, un galet sur la courroie d'accessoires pour pouvoir accéder à la troisième vis du support. Une fois que j'ai enlevé le support, maintenant on voit pas trop, mais je vais essayer de vous avancer un peu. On verra pas, bon je vais vous filmer après. Dans tous les cas, il faut un outil spécifique pour pouvoir démonter la poulie dampeur. Donc c'est un outil qui est comme ça. Sans ça, c'est même pas la peine parce que c'est serré à une force, c'est même pas la peine. Et puis de toute façon, il n'y a aucune prise pour un outil standard. Donc il faut cet outil. Bon, ça fait longtemps que je l'ai. Il m'a déjà servi sur d'autres moteurs, sur un 2,5 litres TDI 163 chevaux sur le crafter de mon père. Sur celui-ci, il m'a déjà servi aussi, et aussi sur la dépanneuse. Donc j'ai quand même pas mal de moteurs autour de moi qui sont un petit peu similaires. Bon, ça c'est un 5 cylindres, le 163 chevaux du crafter aussi, et le 6 cylindres de la dépanneuse, mais c'est la même base. Bref, je vais dévisser la poulie dampeur avec cet outil. C'est un petit peu difficile d'accès, mais je vais quand même vous montrer un petit peu comment c'est. Et ensuite, je pourrai enlever le petit carter qu'il y a derrière la poulie, et j'aurai déjà accès à la courroie de distribution. Pas besoin d'enlever le ventilateur sur ce moteur, donc c'est quand même pas mal. Donc la poulie d'ampère elle est comme ça, comme on peut voir l'outil vient dedans. Je peux faire levier ici, il y a un carré 1 pouce je crois. Donc je pourrais faire levier avec le sol par exemple, étant donné que je suis tout seul. Et au milieu je peux passer un outil avec la douille pour dévisser la vis au centre. Et en fait cette pièce elle bouge un petit peu mais elle est indexée sur la poulie d'ampère.
Je vais démonter ça hors caméra. Ensuite, j'enlève le petit carter ici avec les petites vis. Et ensuite, on aura accès à la courroie. Et je vous reprends dès que tout ça c'est fait. Bon, maintenant que j'ai enlevé la poulie dampeur avec les 4 vis qu'il y a autour et la vis centrale, le pignon en bas il est plus trop tenu. Enfin, normalement il y a une clavette, il me semble, sur ce moteur. Il doit avoir une clavette, oui. Du coup, normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre le moteur au point mort au cylindre 1. Alors, il y a deux solutions, à condition que le moteur soit bien calé. C'est le repère entre le carter de boîte et le volant moteur. Donc, c'est là-bas derrière, il faudra aller se pencher dessous. Franchement, c'est difficile à accéder. Moi, je suis tout seul, donc il faudrait pouvoir faire tourner le moteur en même temps que quelqu'un vérifie. Donc, c'est pas possible. Et le deuxième chose, ça serait de vérifier le repère de la pompe à injection derrière, sur le carter. Alors là, on voit pas, mais on pourrait y accéder. De toute façon, il faudrait y accéder après, je vous expliquerai. Mais du coup, je vais choisir ni l'un ni l'autre. Moi, mon moteur, il fonctionnait très bien comme ça. Enfin, il fonctionnait très bien. Il est très bien calé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des repères. Je vous conseille pas de faire ça. Je vais faire des repères au feutre sur la poulie du haut avec le carter, par exemple. Un repère en bas avec la poulie et sur le carter. La pompe à eau et le galet, bah, c'est pas indexé de ce côté. Et comme ça, je peux remplacer ma courroie. Je pourrais faire des tours moteurs et vérifier si mes repères sont toujours bons. Mes repères au feutre sont toujours bons. Je vous déconseille de faire ça parce que si le moteur a mal été calé ou si vous le faites mal, c'est pas la procédure officielle, mais c'est comme ça que je vais faire. C'est mon véhicule de toute façon, donc là le risque je le prends uniquement pour moi. Je vais faire les repères, défaire, et puis malheureusement c'était un peu trop facile. Sur ce moteur il y a une deuxième courroie de distribution à l'arrière, mais on en parle juste après. Je vais d'abord changer celle-ci. Donc là on peut voir que j'ai fait mon repère comme j'ai dit, j'en ai fait un autre en bas. Maintenant je vais détendre la courroie. De toute façon le moteur il va pas tourner par magie, voilà là ça s'est détendu. Donc là j'enlève le carter, le galet tendeur, pardon. Donc le galet tendeur, la courroie. Qui était encore en très bon état, mais bon, les courroies de distribution, faut pas trop rigoler avec ça. Moi j'en ai déjà cassé une. Et j'aurais préféré pas que ça m'arrive, mais c'est vrai que là elle est encore bonne, elle aurait pu faire encore un peu des kilomètres. Mais le principal, c'est qu'elle soit changée en temps et en heure. Et après il restera la pompe à eau. Pour enlever la pompe à eau, il me semble qu'il faut enlever ce carter. Donc je regarde ça et puis je vous reprends après. Bon, du coup j'en avais un peu marre, j'ai pas filmé, donc j'ai défait les vis du plastique pour pouvoir l'écarter. Alors en théorie il faudrait enlever la poulie, il faut caler à l'arrière, j'ai pas envie de faire tout ça. Mon moteur était bien calé comme j'ai dit, bon bref, ça portera sûrement il y en a peut-être qui vont critiquer tout ça, mais bon c'est pas grave, c'était pas pour vendre, c'est mon camion à moi. J'ai un robinet en bas à gauche ici du radiateur, d'ailleurs qui est posé sur le longeron, c'est un peu mal fait. Mais j'ai vidangé d'abord par là, et ensuite j'ai dévissé la pompe à eau, et j'ai réussi à la sortir en tirant un peu le plastique. Donc là il n'y a plus la pompe à eau, qui était encore bonne d'ailleurs, j'aurais pu la laisser, mais vu que j'avais acheté le kit complet, je préfère la changer. Donc je remets la nouvelle pompe à eau, je remets la nouvelle courroie, je mets les vis du carter, tout ça. Je cale tout, et puis on se retrouve quand je mets la courroie. Bon, ma pompe à eau elle est remontée, j'ai revissé tout le carter, toutes les vis. J'ai changé le galet tendeur, qui est pas tendu d'ailleurs, il faut le tendre après, une fois que j'ai mis la courroie. Et maintenant je vais mettre ma nouvelle courroie de distribution. Donc mes repères ils n'ont pas bougé, il n'y avait pas de raison, de toute façon j'ai pas fait tourner le moteur. Voilà. Là ça ira mieux. Mon repère il est toujours bon en haut, toujours bon en bas. Bon, il n'est pas aussi précis que si j'avais enlevé la poulie, mais bon, moi ça me convient. Et la pompe à eau c'est bon. Donc je vais tendre le galet tendeur. Alors je sais pas si ça se verra. Le galet tendeur il est comme ça. Alors ça c'est le vieux hein, bien sûr. Là c'est pris sur une pige dans le carter. Et en faisant tourner cette pièce là. Bon là ça marche pas forcément parce que vous m'avez compris c'est pas en place. Mais l'aiguille ici elle va se mettre en face de celle-ci. Et ça permet de tendre. Et une fois que c'est bien enclenché, et ben on serre au milieu. Et ça fait la tension. C'est pas un tendeur automatique, c'est un tendeur manuel on va dire. Mais ça va très bien aussi. Je suis désolé si vous voyez rien. Il faut bien que je travaille quand même un peu. Voilà. Hop là. Donc le serrage de la vis du galet c'est 20 Nm. Alors
C'est pas pour que la vis elle casse pas, c'est surtout pour que ça se détende pas. Moi j'ai tendance à tendre légèrement plus, parce qu'en faisant les tours moteurs en général ça se prend sa place. Mais s'il faut retendre, je le referai. Donc là j'ai bien serré comme il fallait. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire les tours moteurs pour voir si c'est bon déjà de ce côté. Et avant de tout remonter de ce côté, je vais faire la courroie de l'autre côté. Bon voilà, j'ai fait 2 tours moteurs. Je vais en refaire 2 autres hors caméra pour être sûr. Pour voir si ça se tend pas un peu plus. Là je vois que ça s'est un peu trop tendu. C'est l'inverse que ce que je disais. Donc je vais redéfaire, remettre la tension correcte pour la courroie. Et refaire d'autres tours. Bon, ça sert à rien que je vous montre en caméra, je vais démontrer le principe. Et avant de remonter de ce côté, on va s'occuper de l'autre côté. Donc on se retrouve à l'intérieur de l'habitacle. Bon, finalement j'ai changé d'avis. J'ai remis le petit carter, j'ai remis la poulie avec les 4 vis qui tiennent la poulie d'ampeur sur la poulie de vilebrequin. Et ensuite il y a une grosse vis au centre. Où c'est qu'elle est? Il y a une grosse vis au centre comme celle-ci là qu'il faut serrer très très fort. Un peu plus que très très fort même. Et du coup ben, il faut la changer. Dans le kit de distribution elle est fournie, donc j'ai mis la neuve. Donc comme ça c'est bon. Avant de faire tout ça, j'ai remis du liquide de refroidissement. Alors j'ai pas fait tourner le moteur, enfin je l'ai pas démarré quoi. Mais c'était pour voir si j'avais pas le joint qui s'était mis en travers sur la pompe à eau ou quoi, si l'eau elle coulait direct ou pas. Bon, je vérifie au cas où, ça m'est jamais arrivé, mais on sait jamais, hein, on peut toujours faire des erreurs. Donc là, cette fois-ci, je laisse vraiment comme ça. J'ai toujours mon repère ici, comme on peut voir, je sais pas si on verra bien, si on voit, j'ai bien retendu comme il faut le galet tendeur. Donc c'est bon pour l'avant, maintenant on passe sur la courroie arrière. Bon, pour accéder à la deuxième courroie, il faut déposer cette partie en plastique là sous le tableau de bord, et derrière j'ai une trappe. Donc je dépose ce morceau en plastique et puis je pose la trappe et puis on voit une fois qu'on est derrière. Bon voilà, j'ai enlevé la moquette, du coup c'était plus simple. J'ai relevé le soufflet de levée de vitesse, le plastique qui est pris par 2 vis en bas de chaque côté et 2 vis au fond du vide-poche. Et ensuite le carter qui vient par-dessus, qui a été collé comme un gros dégueulasse par un ancien propriétaire je pense. J'ai même de la pâte ici, bon bref, faudra que j'y nettoie un jour, j'ai toujours eu la flemme. Mais il faudra le faire. Je vais retirer les vis de thread ici pour enlever le carter de la courroie arrière et puis on voit ce que ça donne à ce niveau là. Donc j'ai enlevé le carter en plastique. J'ai pas perdu de temps, j'ai déjà repéré ici ma poulie de pompe à injection. Je perds tous les noms, donc on voit pas trop, elle est juste là derrière ici à l'arrière du moteur et c'est juste elle qui est entraînée par la deuxième courroie de distribution. Alors si cette courroie elle lâche, ça va pas casser le moteur, par contre le moteur il tournera plus parce que la pompe à injection elle est indexée par rapport au vilebrequin et à l'arbre à cam. Donc de l'autre côté j'ai fait mon calage entre l'arbre à cam et vilebrequin. L'arbre à cam vient jusqu'ici et l'arbre à cam de l'autre côté entraîne ma pompe à injection. Ici j'ai 2 galets que je vais défaire. Je vous en parlerai un petit peu plus, mais il y a une tension spécifique avec le logiciel Vagcom. Bref, je vous en parle juste après. Je défais les galets, je change la courroie, je mets peut-être un petit coup de nettoyage aussi, étant donné que j'en suis là. Il faudra peut-être faire une étanchéité moteur, mais ça ne sera pas pour cette fois-ci. Et une fois que j'ai défait la courroie, ben, je remets l'autre, et puis les nouveaux galets qui vont avec. Pour vous donner un ordre d'idée, là on est à l'avant du moteur, et on peut voir la trappe là-bas qui est ouverte. Le moteur est pas si profond que ça, mais il y a difficilement l'accès par devant, voire même impossible. Étant donné qu'il y a la trappe, ben, autant en profiter. Donc c'est parti pour le démontage. Donc là on peut voir que la pompe a tourné, j'ai bien fait de faire un marquage, parce que sinon j'étais cuit. Donc j'espère que j'arriverai à le remettre comme il faut, mais je pense que ça va le faire. Donc pareil, la courroie arrière dans le même état que celle de l'avant. De toute façon je les avais déjà changées en même temps la dernière fois. Celle de l'arrière n'est pas forcément à changer à chaque fois, mais je préfère le faire quand même. Au moins c'est fait, et il n'y a pas de souci avec ça. Bon désolé, ça a coupé, j'ai pas vu quand et je regarderai ça au montage. Donc j'ai monté, comme vous avez vu, la courroie de distribution à l'arrière pour la pompe à injection.
j'ai mis les repères. Donc en fait, pour le galet du bas ici, il faut que la flèche, elle soit sur on va dire l'arête du carter. Je sais pas si vous verrez bien. Et pour le haut, ben pareil que pour devant, il faut que la flèche soit dans le V, en face du V. Bon, comme on peut voir, elle est légèrement décalée. Entre temps, j'ai quand même fait 2 tours moteurs à l'avant. Et mon repère, donc le repère à l'avant il est toujours bon. Et mon repère ici, il est toujours en face. Alors on n'est pas au millimètre. Là, je vais faire un calage dynamique du début d'injection. Alors oui, ça paraît très technique comme ça l'est un petit peu. Il faut brancher l'ordinateur, que le moteur soit allumé. Et puis après, on joue sur, je sais plus quel galet. Je crois que c'est le galet du bas. Pour varier légèrement l'injection. Alors si ça a été mal fait, c'est pas comme ça qu'on va régler. Là c'est vraiment un réglage de finition pour ce qui reste à la fin. Avant de faire ça, alors je vais pas remonter ce côté, sinon je pourrais pas régler, mais je vais remonter à l'avant la courroie d'accessoires. J'ai plus besoin d'avoir des repères parce que j'ai mes repères qui sont bons, j'ai fait mes tours moteurs. Donc on repasse à l'avant pour remonter un petit peu les pièces à l'avant. Bon, tout est remonté, j'ai mis l'étiquette, 2 juillet, 364 km. En fait, avec l'ancienne étiquette, on arrivait à voir encore à travers. Enfin, moi, je vois à travers 302 532 et février 2016. On voit peut-être pas à travers la caméra. Donc voilà, c'est ce que je disais à peu près au début. J'ai la durite là-bas de turbo, sortie de turbo que j'avais débranchée. Je voudrais tester après avec la fumée, mais bon, bref, je vais pas la remonter tout de suite. Donc ça, de toute façon, je vais pas forcément accélérer avec ni rouler. Je vais le démarrer. Je vous mets sur le trépied et pendant que je le démarre, je vais déjà m'occuper du liquide de refroidissement. Et ensuite, on regardera pour l'injection timing, bref, vous m'avez compris, pour régler l'injection avec le logiciel Vacom. Bon, ça fait longtemps que je le fais tourner, il est toujours pas assez chaud, il est à peine à 70 degrés, donc ça va être compliqué pour le réglage, mais je vais vous montrer quand même. Donc là, dans VCDS, je vais dans moteur, si ça veut bien. Ensuite, je vais dans réglage de base, là je mets le groupe 00, et là ensuite, avance injection TDI. Là, je choisis mon moteur en bas à droite. Donc moi, c'est le R5 TDI ANJ. Et voilà, comme on peut voir en bas, c'est bien écrit liquide de refroidissement trop froid. Bon, on peut voir que ma courbe, normalement, elle monte pas, elle descend pas par rapport à la température. Donc j'arriverai presque à régler. Je sais qu'il me faudra à peu près 55 degrés. Et là, je suis plutôt dans les 90. Donc je suis vraiment pas bon. Pourtant, mes repères, ils étaient comme avant. Bref, je vais essayer de faire un petit réglage. De toute façon, c'est pas un tuto. Et puis, je vous reprends juste après. Bon, là je suis toujours pas assez chaud au niveau de liquide de refroidissement, mais alors je vais cocher ça. Et on peut voir que l'avance elle est aux alentours de 70-72 et ça me donnerait, on peut voir un petit peu le petit point ici, mais il n'est pas assez chaud. On peut voir que je suis encore un peu limite avec le maximum. Il faudrait que je sois au bleu idéalement, alors légèrement au-dessus, je pense plutôt vers 60, parce que vu que la courroie a tendance à se détendre avec le temps, ça va redescendre. Donc je vais encore rebouger un peu, j'éteins le moteur, je vous montre le réglage. Alors le réglage il se fait sur le galet inverseur, c'est le bleu qu'on voit en bas. Et en fait la petite flèche que je disais tout à l'heure qui doit être alignée avec le carter, et ben lorsque je la mets vers, on va dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est pour mettre du retard, et dans l'autre sens c'est pour mettre de l'avance. Ça touche quasiment pas la tension du galet tendeur, ça s'appelle le galet inverseur. Donc là je vais lui mettre encore un tout petit peu de retard, légèrement. Je suis passé de 90 à 70, il me faut encore 10 de plus. Donc je vais faire moitié moins encore de retard. Je redémarre et puis on voit ce que ça donne. Bon voilà, encore pas assez chaud pour le liquide de refroidissement, mais je navigue entre 56 et 60, sachant que mon point idéal c'est 55. Donc ça restera comme ça. Je vais revérifier la tension du galet tendeur, mais normalement il n'a pas bougé. Et puis ça sera bon pour moi. Donc je remonte le carter à l'arrière et le carter de distribution et puis tout ce qui va par-dessus, le cache, tout ça. Bon voilà, tout est fini de remonter. J'en ai profité pour remettre le soufflet de levier de vitesse là, qui était mal mis depuis des années. Et là enfin il est bien mis. Donc ça m'évitera de voir le sol quand je roule. Donc c'est pas plus mal. En plus j'avais un peu des gaz d'échappement qui rentraient. Je me demande si c'était pas par là. Et comme vous avez vu, je pense que je vous ai filmé qu'il y a de la fumée qui sort par le turbo. Donc à mon avis il va falloir regarder un petit peu plus sur le turbo. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait la vidange.
J'ai pas filmé, mais le filtre à huile, il est ici sur le dessus. C'est une grande cartouche. Et puis, ben, j'ai remis de l'huile. Il y a beaucoup d'huile dans ce moteur. Je crois qu'il y a presque 7 litres 8, je crois. Presque 8 litres. Bon, bref, dans tous les cas, j'ai fait la vidange. Et j'ai un peu honte parce que j'ai regardé dans mes archives. Et la vidange avait 15 000 km. Alors bon, 15 000 km, ça pourrait le faire. Par contre, ça faisait 5 ans que je l'avais fait la dernière fois. Donc, franchement, je l'ai laissé un petit peu à l'abandon, ce camion. Enfin, à l'abandon, non, parce que je m'en servais toujours. Mais je l'entretiens mal, j'en suis conscient. Donc là, c'est bien de repartir tout à zéro, de voir tout ce qui va pas. Comme j'ai dit, le turbo, il fumait un petit peu. Là, c'est un peu tard pour moi aujourd'hui, mais demain, je regarderai si je vois qu'il y a du jeu. Et je vérifierai aussi, parce que cette durite, alors on voit pas, là, il n'y a pas de lumière, mais cette durite, elle est défaite. J'essaierai de mettre de la fumée dedans pour voir si j'ai pas une fuite dans le circuit de suralimentation. Je vous mettrai les défauts que j'ai repérés sur VCDS avant d'éteindre. Et c'est pas des défauts qui sont encore présents, mais ça doit être des défauts qui sont intermittents, qui arrivent de temps en temps. Donc il faut que je regarde de ce côté-là. Pour moi c'est demain, mais pour vous c'est tout de suite. Bon, du coup j'ai installé ma machine à fumer. J'en ai déjà parlé plein de fois, je ne vais pas vous en reparler. J'ai juste enlevé la durite ici entre le turbo, la sortie du turbo et la durite qui va vers l'intercooleur pour pouvoir mettre mon appareil. On peut voir qu'il y a pas mal d'huile, enfin je sais pas si vous verrez, mais il y a pas mal d'huile à la sortie du turbo. À mon avis, il faudra faire au moins le SHRA du turbo. C'est beaucoup moins cher que de changer le turbo en entier, en espérant bien sûr qu'il n'est pas cassé ou quoi. Mais dans tous les cas, le SHRA c'est la partie principale. Bref, je vais pas vous ennuyer avec ça, ça va pas être fait dans cette vidéo. Je vais d'abord tester ma suralimentation pour voir si j'ai pas une fuite d'air. J'espère pas, mais bon, étant donné que j'y suis, autant vérifier. Donc c'est parti, je branche la machine à fumer et on regarde ce que ça donne. Bon, en général, il y a quand même toujours des petites fuites à droite à gauche. Par exemple pour la mise à l'air ou quoi, mais bon, on va voir déjà ce que ça donne comme ça. Bon, bah déjà c'est bidu, mon truc il a sauté. Bon, je vais attendre que la fumée s'enlève et je vais recommencer. Je vais faire hors caméra et puis je vous dis ce que j'ai trouvé. Bon, j'ai fini par remonter la durite comme il faut. Rien à vous montrer, pas de fuite. J'ai vraiment tenu très fort jusqu'au moment où c'est que ça a vraiment lâché et la fumée, il y avait vraiment de la pression et de la fumée et ça sortait de nulle part ailleurs. Ça commençait légèrement à sortir du turbo, mais c'était vraiment très très léger. Et à mon avis, c'est la prise de dépression du turbo. Bon bref, je suis vraiment content. C'est une bonne nouvelle quand même que l'étanchéité de Sural soit en bon état. Par contre, je pense vraiment que le turbo est fatigué. Ça tiendra encore un petit peu parce qu'il va falloir que je m'en serve. Et puis on verra un petit peu plus tard si je suis motivé à réparer tout ça, enfin à améliorer tout ça. Bon, j'ai rangé un petit peu devant, je vais ressortir tout ça, tous ces meubles que j'avais laissés un petit peu comme ça. Alors j'avais bâché, j'ai enlevé la bâche. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en peinture, en tout cas au moins les parties apparentes. Je voudrais y peindre pour faire déjà un coup de propre. J'aimerais aussi mettre des baguettes dans les angles et peut-être la moquette sur le dessus ici. Je vais voir ce qui me reste en moquette et je vais voir ce que je peux faire. Ça sera peut-être pas tout fait dans cette fois-ci, mais en tout cas, je vais essayer de faire un peu de la place autour des meubles pour pouvoir tourner. Enlever les choses qui me gênent. J'aimerais peut-être aussi peindre en blanc les intérieurs, mais je vais déjà m'occuper de l'extérieur pour commencer et on verra après le temps qui me reste. Bon, finalement c'est beaucoup plus long que prévu. Là je vais me mettre à peindre. J'ai fait toutes les finitions, donc j'ai mis de la pâte à bois là où j'ai mis les agrafes pour boucher les trous. Alors ça sera pas parfait comme j'ai l'habitude de le dire, mais ça sera bien comme ça. Et du coup j'ai aussi caché tout le plan de travail. J'ai aussi poncé tout le retour ici pour pas que ça dépasse, parce que j'avais pas eu le temps de faire la finition. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renforcé aussi le tiroir ici parce que quand je l'ouvrais il commençait à se décoller, donc j'ai remis plein d'agrafes que j'ai bien sûr rebouché avec la pâte à bois. J'ai reponcé certains côtés qui frottaient légèrement, enfin pas qui frottaient mais si, qui frottaient un petit peu, donc du coup pour que ça soit propre. Ce trou je sais pas encore ce que je vais faire parce qu'en fait à la base il y avait l'interrupteur pour le robinet, mais j'en parlerai plus tard. Et ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre une prise USB pour boucher ce trou. Bon, pour le moment je l'ai pas encore, mais on verra ça un peu plus tard. Je vais mettre tout ça en peinture. Et pour tous ceux qui se demandent d'où viennent ces meubles, et ben, je vous mettrai là en haut à droite la vidéo lorsque je les conçois, enfin lorsque je les fabrique surtout, si ça vous intéresse et que vous n'avez pas vu la vidéo. C'est parti pour la peinture.
J'ai démonté le plancher pour pouvoir changer la roulette qui est ici, que je vais remplacer. On peut voir que là il reste un petit morceau. J'ai attendu que mon père vienne m'aider pour enlever le plancher qu'il y avait dessus parce que ça me gênait. Et là je viens d'enlever le marchepied avec toutes les vis qui sont par dessus. Il faut enlever des petits caches comme ça. Et ensuite les vis en torque qui sont dessous. Je change la roulette et ça sera bon de ce côté là. Bon voilà, la roulette est changée. Franchement c'est le jour et la nuit, ça ferme beaucoup mieux la porte. Bon, j'ai dû faire 2-3 réglages, mais avant elle avait du mal à fermer et maintenant nickel. Bon, maintenant on passe à la suite. Bon, la transition est un peu brutale. Là je suis déjà en vacances avec. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. On s'est posé là vers une plage. On a un petit peu presque une plage privée, donc on est vraiment super bien. Il fait super beau, on est dans le sud de la France. Et à l'intérieur, comme je vous dis, comme je vous ai montré, j'ai peint tous les meubles en bleu. Pour l'aménagement, vous pourriez voir un petit peu plus sur d'autres vidéos que je vous mettrai en haut à droite si j'oublie pas. Et du coup super bien, j'ai fait des petites améliorations pour pas que le frigo s'ouvre en roulant. J'ai changé le robinet qui ne fonctionnait pas les dernières, donc là c'est un robinet sur pile rechargeable, donc j'en ai un autre de secours. Bref, il me reste encore des finitions, mettre un champ ici, mais c'est pas très intéressant dans cette vidéo. Et c'était surtout pour vous montrer l'entretien un petit peu de mon fourgon et pour vous reparler un petit peu de mon aménagement sur les petites améliorations que j'ai faites. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je finis le montage et je vous parlerai bientôt d'une station de recharge comme ça, comment envoyer, et qui est vraiment super bien franchement. Je vous en parle dans une vidéo dédiée dans la prochaine fois je pense. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le lien Ovoco que je vous ai mis dans la description et en commentaire épinglé. Plus il y aura de clics, plus ça montrera que ça intéresse. Même si vous achetez rien, mais je vous conseille d'aller voir quand même s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait vous intéresser sur le site. Pour moi, je trouve que c'est vraiment des bons prix la plupart du temps et que c'est des pièces d'origine, d'occasion, qui sont forcément plus dures à trouver aujourd'hui en casse parce qu'elles sont beaucoup moins accessibles. En tout cas vers chez moi, les casses sont beaucoup moins accessibles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!